Mesdames et messieurs, permettez-moi de nouveau de vous dire merci d'être venus nombreux ce matin. Il y a à peu près 8 ans, naissait mon fils. Il y a 8 ans, si j'avais parié pour l'élection d'un certain président d'une puissance au monde, certains me prenaient pour un illuminé. Il y a 8 ans, des personnes à la Banque africaine de développement ont pensé qu'il fallait créer un bond fund. À cette époque, beaucoup n'y ont pas cru. Il y a eu des obstacles. La bataille a été rude, le chemin a été long. Nous avons dans cette salle le coordinateur de l'initiative des marchés financiers, M. Cédric Achille Mbeng, qui est une des chevilles, je ne sais pas quoi dire. L'AFMI repose sur ses épaules. Il va venir ici aujourd'hui nous raconter l'histoire de l'AFMI et de l'African Domestic Bond Fund. Sans plus tarder, M. Cédric Achille Mbeng. Good morning. Thank you for joining us today for this important event for the bank and for the African capital market ecosystem. Distinguished guests, central banks representatives, delegates from private sector, academic, media and colleagues from the bank, thank you for coming this morning. Akwaba to Abidjan. In a speech in Cape Town in June 1966, Robert Kennedy is quoted to have said, "May he live in interesting times. Like it or not, we live in interesting times." I agree with Mr. Kennedy. Since the beginning of this century, our region has experienced interesting development on both political and economic fronts. Africa has been the second fastest growing region in the world in the past 2 decades. Extreme poverty in sub-Saharan Africa has declined by 28% between 1990 and 2015. What I will do today is to break my presentation into two. The first one will focus on the macro situation, and the second session will deal with the raison d'être of the ADBF. The first session will be in French, and the second session will be in English. On the macro, sur la partie macroéconomique, je vais mettre le curseur en 2008. Il faut bien qu'on commence quelque part. La crise financière qu'on a eue, c'est-à-dire la plus grande crise financière depuis les années 30, qui a commencé aux États-Unis avec le secteur bancaire, s'est propagée au secteur de l'économie réelle, a touché essentiellement les pays développés. Alors, pour faire face à cette crise, on a vu les grandes banques centrales intervenir. Alors, je l'ai ici. Excusez-moi. Les grandes banques centrales ont appliqué leur instrument favori, c'est-à-dire les taux directeurs. Ils ont baissé ces taux significativement pour relancer l'activité économique. Mais cela n'a pas suffi parce qu'on a bien vu que les taux étant très bas, cela ne permettait pas de résoudre la crise. On s'est retrouvé dans ce que John Maynard Keynes appelle la trappe à la liquidité, c'est-à-dire que la Banque centrale est incapable de booster l'activité par voie monétaire. Alors dans ce cas, les banques centrales ont adopté de nouvelles politiques, et notamment la Fed, à faire recours à ce qu'on appelle le quantitative easing, QE, ou assouplissement monétaire quantitatif. Alors, ce n'est pas né aux États-Unis, c'est bien une politique qui a été introduite par Richard Wiener, un économiste allemand, en 1995 au Japon, et les Japonais, la Banque centrale du Japon qui l'a utilisée pour la première fois. La Fed a eu recours à cette politique monétaire non conventionnelle. Il s'agit essentiellement pour la Banque centrale de racheter les titres des institutions financières, donc en injectant une quantité importante de monnaie dans l'économie pour relancer l'activité. Dans le cas des États-Unis, si vous regardez ce que la Fed a fait, elle a racheté les titres obligataires des gouvernements en montant. Le fait de racheter massivement ces titres, ça a augmenté les prix, donc baissé les rendements, plus une fonction inverse. Et cela avait pour but de décourager en même temps les investisseurs à se détourner de ces titres gouvernementaux pour investir dans les titres du secteur privé. La Fed a eu recours à cette politique. Les autres banques centrales ont suivi, notamment la Banque centrale britannique et bien sûr, plus récemment, la Banque centrale européenne. Alors, regardons un peu
au niveau des bilans de ces banques centrales. Elles ont massivement acheté ces titres pendant cette période. Vous voyez que l'acquisition de ces titres a explosé, si on regarde le bilan de ces banques centrales, pour relancer l'activité, avec des rendements quasi nuls dans les pays développés. Si vous comparez au rendement des pays en développement, notamment les pays africains et les pays du Moyen-Orient et de l'Amérique latine, vous voyez que les rendements dans les eurobonds de ces pays-là étaient plus intéressants. Donc on avait d'un côté des titres, des rendements à des taux très faibles dans les pays développés et de l'autre côté des rendements plus intéressants dans les pays en développement. On a vu sur les 10 dernières années beaucoup de pays africains aller sur les marchés internationaux, lever des capitaux, avoir des taux de demande de ces titres très très élevés. Cela est en partie expliqué par cette situation. Alors, qu'en est-il du continent, plus spécifiquement? Le fameux magazine The Economist titrait au début de ce siècle que le continent était une région sans espoir. Et au fur et à mesure, on a vu que c'est devenu la nouvelle région d'opportunité de croissance sur le continent. Alors, plusieurs raisons. D'abord, la démographie positive, donc un âge médian de 18 ans sur le continent, ce qui fait que si vous avez une jeune population, vous avez sur les fonds de pension, si vous les mettez en place, vous avez au moins 40 ans pour cotiser et ne pas avoir la pression qu'on a dans les pays développés, qui ont une population vieillissante et donc qui doivent décaisser pour payer les pensions. Donc, c'est favorable pour cette situation et aussi, bien sûr, pour l'industrie. On a l'amélioration de la gouvernance dans la plupart des pays. Le dernier rapport de Mo Ibrahim indique que plus de 70% de la population africaine vit dans des pays où la gouvernance a été améliorée. On a bien sûr un effort sans précédent dans la construction des infrastructures. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager sur le continent, vous allez voir que sur le continent, il y a eu un effort massif dans quasiment tous les pays sur la mise en place des infrastructures. Le développement du secteur privé, bien sûr, la pénétration de la finance et bien d'autres facteurs. Alors, malheureusement, depuis mi-2014, heureusement pour certains peut-être, les prix des matières premières ont beaucoup baissé. Alors, qu'est-ce que cela a entraîné? Ça a entraîné des perturbations dans la planification de plusieurs économies. Si on regarde les cours de matières premières, minerais, pétrole, on retrouve à peu près les niveaux équivalents à ceux des années avant 2008. On peut regarder en même temps les pays qui sont exportateurs de matières premières agricoles. En dehors du coton, le cas de la Côte d'Ivoire, on voit que les autres pays aussi ont leurs cours de matières premières qui sont significativement en train de descendre. Tout cela, on a vu que les gouvernements avec peu de revenus pour assurer le commerce extérieur, ont vu leur monnaie déprécier sur la période. Cela est globalement le cas dans la plupart des pays du continent. Alors, si on regarde au niveau de l'impact sur les finances publiques, dont les déficits budgétaires qui se creusent, la balance courante qui est fortement négative, et on a ces effets immédiats touchent particulièrement les pays pétroliers. Si on regarde les pays peu tributaires du pétrole, Madame la ministre a parlé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire qui a une bonne performance. Et là aussi, ils sont exportateurs en priorité du cacao et d'autres matières premières agricoles. On voit que les pays pétroliers doivent bien sûr faire des ajustements politiques, notamment l'assainissement budgétaire et la stabilité macro pour soutenir la reprise économique. Dans un tel contexte, la question centrale est de savoir comment financer les besoins de l'économie réelle dans nos pays. Alors, la conjoncture internationale a changé. Vous avez le nouveau gouverneur de la Banque centrale, vous avez vu l'ancien qui a fait l'assouplissement monétaire quantitatif. Et là, vous avez Mme Yellen, la nouvelle présidente de la Banque centrale américaine. Première hausse des taux en décembre dernier. Que s'est-il passé après? Alors, regardez cette partie. Issue spread ici. Donc, lorsque les pays ont émis, ils étaient là. Vous regardez tout le long, vous allez voir jusqu'en bas tous les spreads des pays par rapport à la date de leur première émission. La Banque centrale américaine fait son premier hausse de 25 points de base, donc 25%, 0,25%. Et là, vous avez ici la partie fin décembre 2015, janvier 2016, février 2016. Donc, en 3 mois, vous allez voir que les taux, les spreads sur tous ces eurobonds ont augmenté.
après la première hausse de la Fed. Et vous allez remarquer que les pays qui ne sont pas investment grade ont un taux de spread, un niveau de spread qui augmente plus vite que les pays qui sont investment grade. Donc, au moment où il y a moins d'abondance de liquidités sur les marchés, la réalité commence à venir. Warren Buffett a l'habitude de dire que lorsque la vague se retire, on voit le maillot. Donc, c'est un peu le cas ici. La discrimination au niveau du rating se voit mieux lorsque le contexte macro global change. Alors, la deuxième, là, on voit que la croissance de manière globale sur l'Afrique a baissé. Vous avez vu des taux de croissance au-dessus de 5% sur une longue période. Et là, nous sommes cette année à moins de 2%. On projette une reprise à partir de l'année prochaine, en général. Alors, je vais parler plus spécifiquement de ADBF, après avoir planté le décor macro, c'est-à-dire un contexte de resserrement des conditions d'emprunt à l'extérieur. I think you are all familiar with the sustainable development goal which require sound financial system in Africa, and the bond market can play a key role. As you can see, you need capital market, bond market to build roads, hospitals, to channel the fund from the investor base to the real economy. And through a bond market and capital market in general, you can the real economy can mobilize long-term finance from insurance company, from pension funds, sovereign wealth fund, banks, and other sources. Where are we in terms of bond market development in Africa? This is really important as we are here for the AFMI workshop. I think we all want to see more red and green color in this map, okay? Because most of the countries in white color are less developed. And you see that is a majority of countries and markets in Africa. If we can go to details, let's look at the maturities on the market. 70% of the debt issue are short-term. By short-term, less than 1 year, mostly T-bills. And only 36 countries issue less than 1 year, it means T-bills. 24 between 1 to 5, 12 between 5 to 10, and only 11 above 10 years. The bank response is really since 2008 with the launch of the African Financial Market Initiative. AFMI has two pillars. The first one is our database and the website, and tomorrow my colleagues and the team from the central banks will walk through the database again and to provide updated, reliable, and complete information on African bond market. The second pillar is the ADBF, the fund itself, and the family of indices. We have also a technical assistance project program focusing on yield curve development, investor base, debt management, and local currency bond market. On the website, I think if we have enough time, my colleague Henri Meite will present our website, which is africanbondmarket.org. You find the information on African debt market. On the indices, you have ADBI, the family of indices. You have two indexes for now. The first one is the African Bond Market Development Index, is a kind of ranking of African market. I will speak about it. And the ABABI, which is the index we partner with Bloomberg. On the African Development Bond Index, if you look at the top 10 countries, this is the last year edition. The next edition will be released next week after the consultation of tomorrow. This is an index built on the G20 diagnostic framework. AFMI actually represents the bank at a sub-working group of the G20. It's built taking into account macro condition, governance, bond issuing strategy, infrastructure of the market, domestic investor, and also active participant of different economic agents. On ABABI, this is an index built by Bloomberg, and we partner with them. Actually, you can see we start with 4 countries. The first 4 countries, it was in 2014. It was SA, South Africa, Egypt, Nigeria, and Kenya. And since last year, 2 additional countries have been added by Bloomberg, not by ADB, Namibia and Botswana. And the main criteria is the liquidity of the market.
the capacity to buy and sell in the different market. Bloomberg should be able to find at least 3 stable sources of pricing in the market to be included in the index. These 6 countries represent more than 80% of the bond market in Africa. In Q1 next year, 2 new countries will be added, and in Q2 we will have another country. The 9 countries will represent close to 95% of the bond market on the continent. Let's look at the key constraint. As you know, investing in Africa is not a straightforward transaction. The following concerns have been addressed: access, liquidity, regulation, risk return, transaction cost. This is why we decided to structure ADBF as an ETF, an exchange traded fund, because it brings flexibility, cost effective, and diversification, transparency, liquidity, and access. Actually, investing in ADBF is one single diversification transaction at low cost. It's a liquid asset. And thanks to Dodd-Frank legislation in US, the cost to banks for holding bonds has increased, resulting in higher spread of trading individual bonds than ETF. And in practice, that means that dealers are not going to hold as many bonds as they did before in US, before the crisis. Institutions have to look at more product like ETF, fixed income ETF in different countries. This is actually the development of ETF since 2003. There is a significant growth, as you can see, and according to Greenwich Associates in 2016, global investors will invest around $300 billion per year by 2020 on ETF only. What we want really with this product is to capture a portion of this money into Africa through ADBF. We can look at the structure. ADBF is structured as an ETF, as I said, is an enhanced index fund. It means that the fund manager is here. MCB will have to follow 80% ABABI, to track ABABI 80%, and have 20% freedom to invest outside of ABABI. It will be domiciled in Mauritius. The CEO of Mauritius Stock Exchange is here. I think after my presentation where we speak about the opportunity of Mauritius Stock Exchange. It will track ABABI, as I said. The base currency is dollar, and it will not be hedged because it's very expensive to hedge on the continent, and the expense ratio is 65 basis points. Return will come mostly from coupon, rate movement, and currency fluctuation. Key development impact on this from this fund. Industrialization, as mentioned by the director in the opening speech, the efficient monetary policy, regional integration. This is the first ETF covering multi-jurisdiction in Africa. There are some ETF in South Africa. In October, Nigeria launched its first fixed income ETF in Nigeria, and last week, it's not an ETF, but Tunisia has been able to beat its index on fixed income. And this is really the first and the only ETF targeting different markets on the continent. I think I will conclude. Distinguished guests and ladies and gentlemen, ADBF is a flagship project for the bank, supporting long-term finance. And in developing markets, it is particularly important for the lead institution to act to reduce financial market impediment and instill local and international investor confidence. The bank, the African Development Bank, is leading the establishment of the ADBF as a sovereign fixed income ETF investing in different countries in Africa, which will be the first time an institution of this kind established on the continent. Thank you. Alors, je vais prendre quelques questions avant de passer à la présentation sur le site web. Hi, so you've mentioned that the ETF will be denominated in dollars and won't be hedged. So what will be, or how do you limit the currency risk when you exchange the 6 currencies into dollars? And what time frame do you take? Is it London time, New York time, or Asian time? Je m'appelle Madame Diaw, je suis la présidente de l'Organisation des femmes d'affaires africaines.
Je voudrais demander si le ADBF concerne uniquement les pays ou bien ça peut concerner le secteur privé. Merci. Seydou Kone, African Reinsurance Corporation. Juste une question. Je voudrais savoir sur quelle place boursière le fonds sera coté. You mentioned in your presentation that I think about 9 countries represent about 95% of the bond market issuance in Africa. Is it because the other, I don't know, 45 other countries have very shallow bond markets because they are running fiscal surpluses, or how is government funding their deficits if they've got any, and why is the bond market so shallow compared to the nine ones that you talked about? Juste une question sur la valorisation du fonds. Est-ce que vous appuyez uniquement sur les prix à l'émission des bons de trésor, ou est-ce que vous intégrez les prix sur le marché secondaire quand un marché secondaire il y a également? La même question se pose pour l'indice également. Okay, thank you. The first question was on the currency risk. The key things to manage the currency risk will be diversification. Having 6 countries or 9 countries in different regions in Africa, this will help to deal with the diversification risk. But the London time or Asian time, I think the fund manager is here, he can respond to that. Because actually it will not be managed by the bank, it will be managed by an external fund manager. And we are working on it and think we will address that issue. We have done some work on back testing on currency with a basket of 10 currency in Africa. If you look on the long-term period, the depreciation, the impact of depreciation is around 5% if you look at 10 years. And if you compare to 2-digit yield on most of the market in Africa, this is really interesting product. And I think that we need to look at the long term than only the depreciation of a currency since December. This is the main point. Secteur privé ou secteur public pour l'investissement. Alors, le fonds va commencer par investir dans les titres publics, les titres du gouvernement. Alors, comment ça marche? C'est que quand on construit un marché obligataire, c'est exactement comme on construit une maison. Vous avez bien sûr les fondations. Et la fondation, c'est souvent les titres publics qui constituent la fondation. Et les corporates, donc le secteur privé, c'est un peu la toiture. Donc là, on construit les blocs. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, la plupart des pays n'ont pas de marché ou des marchés vraiment embryonnaires. Donc en construisant ces marchés, en les aidant avec nos assistants techniques et le travail que nous allons faire avec ce fonds, ça permet de construire l'écosystème qui permet d'avoir des systèmes financiers qui vont encourager le secteur privé à se développer. Donc au départ, le fonds va cibler les marchés publics parce que c'est là où il y a du travail à faire. Et bien sûr, avec le temps, il va devoir se diversifier sur le secteur privé. Alors la place boursière, ce sera à Maurice, mais pas seulement à Maurice. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous travaillons sur l'interconnectivité de plusieurs bourses. La bourse au Maurice, et je pense que le directeur général de la bourse au Maurice qui est là en parlera davantage mieux que moi, a des accords de dual listing, donc de double cotation avec plusieurs marchés, notamment l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie. Donc lorsqu'on se connecte à Maurice, tout de suite on sera sur 4 marchés. Et hier, une des plus grandes places financières du continent, mais je n'ai pas envie de citer ici, nous a appelés et veulent être dans l'initiative. Donc ça veut dire que quelque part, pas en Afrique australe, mais quelque part où je ne vais pas citer, on aura une grande bourse qui sera avec nous et qui va aussi travailler pour être dualistée. Parce qu'on va faire une réunion avec cette bourse et la bourse au Maurice et le fonds manager pour voir comment ça va être fait. Donc très vite, on va avoir le fonds listé dans différents marchés. Et c'est ça le but, c'est d'avoir un fonds qui est présent dans différents marchés. Et là, ça m'amène à la question de la valorisation de monsieur. Alors, on a 2 parties dans le fonds. Vous avez le fonds lui-même, donc les investisseurs qui vont venir, investisseurs principaux dans Seed Capital, dedans, ils vont venir via la plateforme de Maurice. Et maintenant, le fonds, il y a aussi la partie ETF, qui est la partie secondaire. Elle va être dupliquée, donc dualistée dans différents marchés. Et donc, quand les gens viennent sur cette partie, ils voient l'actif dans l'ETF, dans leur marché domestique, comme un produit local. Je prends un cas, vous êtes en Tunisie, les fonds de pension ou les assurances n'ont peut-être pas le droit d'investir hors du pays. Mais le fait de le lister
en Tunisie comme un ETF dans votre pays, il devient un actif local. Et donc, vos investisseurs peuvent accéder aux produits et cela contribue à, bien sûr, à la valorisation du titre dans votre marché. Et on fait juste un reporting en devises pour donner au niveau de la valorisation globale sur les différents marchés. Pareil pour l'indice. L'indice, il est en dollars. Et c'est Bloomberg qui s'en occupe. Donc, il s'occupe de le rebalancer chaque mois, de calculer. Donc, nous, on n'intervient pas dedans. Il y a une méthodologie, Bival, méthodologie, c'est Bloomberg qui le fait, c'est transparent. Vous allez sur le site, sur le terminal Bloomberg, BADB, Index, vous trouvez cela. Toutes les informations sont dessus, sur leur calcul, sur comment y accéder. Voilà, j'ai fini la première partie. S'il y a d'autres questions. Bon, tout est clair, donc ça va. Merci. Alors, je termine par la carte pour dire que voici effectivement la situation de nos marchés. Nous souhaitons voir plus de rouge et de vert. Et donc, AFMI, avec le fonds d'assistance technique qui est en train d'être mis en place, qui est soutenu déjà par le Luxembourg, qui a mis un grand montant pour les assistances techniques. Nous attendons d'autres participants dans ce fonds pour pouvoir accompagner les États, travailler avec eux sur les problématiques de courbe de taux et de développement de marché. Pour revenir sur l'intervention du représentant du gouverneur de la BCAO, effectivement, nous travaillons avec UMOA Titres et nous avons fait un diagnostic. Nous sommes rencontrés à Dakar avec plusieurs acteurs du marché de l'UMOA et nous avons mis un programme pour approfondir ce marché et nous allons continuer à le faire. Avoir UMOA ou les titres de l'UMOA dans l'indice, c'est un objectif. Nous allons travailler avec tout l'écosystème financier de la zone UMOA. Merci. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que M. Cédric Mbeng est en train de garder une bonne partie pour quand les panélistes seront là et le débat à ce moment-là sera plus animé. Mais AFMI, ce n'est pas que M. Cédric Mbeng. Il y a une équipe qui travaille à AFMI. Un des membres de l'équipe ici présent, M. Anlieu Meïté, qui est le Knowledge Manager de AFMI, va venir vous présenter le portail AFMI sur lequel nous travaillons constamment avec les liaisons officielles. Anlieu Meïté. Okay. Good morning, ladies and gentlemen, honorable guests, central bank officers, and honorable ministers. It's a pleasure for me to present to you the AFMI website. Actually, I will do my presentation in French, as the previous one was in English, and also that I want all the interpreters to have the same amount of work. Ok, donc bonjour à tous. Donc dans cette présentation, nous allons évoquer donc plus en détail le premier pilier de l'initiative des marchés financiers africains. Donc nous vous présenterons les principaux contenus que vous pouvez trouver sur le site internet. Puis on vous présentera également le portail de données qui est présent également sur le site. Et on finira par la présentation de quelques statistiques sur l'audience de notre site. Donc voilà. Donc comme il vous a été énoncé dans la présentation précédente par M. Mbeng, donc la Banque africaine de développement a lancé l'initiative des marchés financiers africains en 2008. Donc, AFMI a pour objectif de développer davantage les marchés de la dette en Afrique, en renforçant le marché obligataire et en investissant dans la dette libellée en monnaie locale pour améliorer les marchés financiers à long terme. Donc, les activités de l'AFMI sont mises en œuvre à travers donc, les deux piliers que vous voyez sur la slide ici présente. Donc, vous avez l'AFMD, qui est le pilier numéro 1, qui est la base de données des marchés financiers africains dont nous allons discuter beaucoup plus amplement. Et donc, le African Domestic Bond Fund, l'ADBF, dont M. Mbeng vous a parlé précédemment. Donc, la base de données des marchés financiers africains comprend le site et le portail de données qui est opérationnel depuis 2013. Donc, le site Internet fournit aux parties prenantes une passerelle unique d'informations sur les marchés de la dette africaine et sert de canal de diffusion des différentes informations sur les obligations domestiques libellées en monnaie locale. Nous avons aussi des informations connexes présentes sur le site Internet, tandis que le portail de données, lui, fournit une variété de données mises à jour sur les indicateurs macroéconomiques, les indicateurs de la dette extérieure et les indicateurs de la gouvernance, et des informations
complète sur la dette souveraine libellée en monnaie locale. Donc, la base de données, la FMD, nous permet donc de répondre à un des objectifs de l'initiative, qui est d'améliorer la disponibilité et la transparence des données africaines sur les titres obligataires. Donc, le site internet d'AFMI est la première source d'information donc, sur les marchés obligataires, comme je le précisais auparavant. Donc, il fournit donc, des informations statiques, qui sont pour nous les contenus sur les profils des pays, nos différentes publications. On a également des informations que nous appelons dynamiques, qui sont les news, qui sont updatées tous les jours, d'où le terme dynamique. Les événements également que nous mettons à jour, surtout dans tous les pays du continent, qui ont attrait au marché financier. Et bien évidemment, donc, nous avons le portail de données qui fournit les données financières. Donc, sur le site, on a également donc, les analyses et des rapports. Donc, nous avons une lettre que nous appelons la newsletter, donc une lettre d'information bimensuelle qui vous donne des aperçus de tout ce qui s'est passé les 2 derniers mois sur les marchés obligataires africains. On a également un produit que nous appelons le Weekly, qui vous permet où on vous fait un peu un résumé de l'activité sur des titres obligataires et de l'activité des marchés obligataires en Afrique. Et on fournit également les différents spreads des eurobonds qui ont été émis par les États africains. Donc, nous avons également des rapports d'analyse que nous effectuons de manière trimestrielle, des analyses marché obligataires. Donc, toutes ces informations-là, vous pouvez les trouver sur notre site internet. Donc, il y a également nos publications et des publications de nos partenaires avec qui nous travaillons. Donc, sur cette slide, vous pouvez voir à quoi ressemble le site internet. Donc, la page que vous voyez ici donc, est la page d'accueil. Donc, sur cette page, vous y trouverez donc, des onglets pour vous rendre dans différentes rubriques du site, telles que les pages pays, les publications ou encore le portail de données. On trouve également sur la page d'accueil des informations dynamiques comme les news qui sont actualisées en temps réel. On trouve aussi les résultats des dernières adjudications et les prospectus de celles à venir. Donc, vous y trouverez également donc, ce dont je parlais tout à l'heure, donc l'accès à notre newsletter et plein d'autres choses. Je vous invite donc à vous approprier le site qui vous est tous destiné. Donc, la slide suivante est un aperçu d'une page pays. Donc, bien évidemment, je l'ai illustré cette présentation avec la page pays de la Côte d'Ivoire, pour des raisons évidentes. Et comme le prouve l'illustration de cette page, la Côte d'Ivoire est un des tout premiers producteurs de pétrole au monde. Enfin, plus sérieusement, donc nous allons bien évidemment modifier cette photo et en mettre une plus significative de l'économie du pays. Donc sur cette page, donc, vous avez des onglets qui vous proposent une vue d'ensemble du pays, avec des informations telles que le volume des titres émis, la dette sur le PIB, le résultat des adjudications et les conclusions des réunions des politiques monétaires. Vous y trouverez également donc, un résumé du pays qui vous donne une situation économique donc, du pays et du marché obligataire. Donc il y a également un onglet sur la politique monétaire qui vous est expliqué et une autre sur la structure du marché et un guide pour acheter des titres sur ce marché. Donc voilà. Donc là, je vais vous parler donc, du portail de données. Donc parmi les 46 pays qui ont été acceptés pour participer à notre projet, jusqu'à aujourd'hui, nous avons 42 pays qui figurent dans notre base de données avec des données historiques qui vont parfois jusqu'au début des années 90. Donc à fin 2012, nous avions 22 pays, fin 2013, 30, et aujourd'hui, nous comptons 42 pays. Donc nous espérons recouvrir de rouge toute la carte. Donc les pays qui ne sont pas encore couverts, comme vous pouvez le voir, donc, sont la Libye, le Soudan et le Sud-Soudan pour l'Afrique du Nord. Pour l'Afrique de l'Ouest, donc, vous avez le Libéria et la Sierra Leone. Pour l'Afrique de l'Est, donc, on a la Somalie, l'Érythrée, Djibouti et les Comores. Et pour l'Afrique australe, donc, le Zimbabwe, qui est pour l'instant manquant. Donc, en 2009, donc, nous avions autour de 2500 instruments enregistrés dans notre base de données. En 2010, excusez-moi, 3500. Et à la fin 2015, nous avions plus de 4000 titres enregistrés donc, dans la base de données.
annuellement. Ce qui nous donne donc jusqu'à fin 2015 environ 31 200 instruments inscrits dans notre base de données. Donc, dont 92% de titres à court terme et 14% de titres à moyen long terme. Donc pareil, vous avez donc une illustration donc, de l'accès du portail de données sur le site. Quand vous donc, accédez donc, à ce portail, donc, vous pouvez y trouver des informations sur des indicateurs macroéconomiques, donc, tels que le PIB, les comptes courants, la balance des paiements, ce genre d'informations. Un autre indicateur également, ce sont donc les titres à court terme, les bons du Trésor. Donc vous les avez classés par maturité. Nous avons aussi comme information les différents taux. Donc ces informations-là, vous les avez de manière également agrégée, mais aussi vous pouvez les trouver, vous pouvez les extraire pays par pays. Et donc là, sur cette slide, vous pouvez voir donc, les titres à moyen long terme. Donc pareil, toujours par maturité, par coupon et par, avec les différents taux. Donc voilà, donc, là je vais terminer avec quelques statistiques donc, sur de l'audience de notre site. Donc depuis le lancement, nous avons près de 200 000 visiteurs sur le site, pour plus de 300 000 pages vues, ce qui est plutôt considérable. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, quand on a démarré en 2013, nous avons reçu entre mai 2013 et mai 2014 17 000 visiteurs. À partir de 2014 à 2015, nous avons reçu sur le site 31 000 visiteurs. Et entre mai 2015 et mai 2016, nous avons reçu donc, dans l'année 84 000 visiteurs, ce qui vous donne donc ce chiffre de 189 000 visiteurs depuis le lancement du site. Donc vous pouvez voir les pays d'où les visiteurs sont issus. Donc le top 3, c'est l'Allemagne, les Royaumes-Unis et les USA. Donc le Kenya est le premier pays africain à visiter le site de manière régulière, suivi par l'Afrique du Sud. Donc nous vous invitons donc à faire la promotion de ce site, qui est également le vôtre, pour accroître, pour faire grimper nos pays africains dans ce ranking, pour qu'ils soient, puisqu'il leur est destiné, donc pour qu'ils soient les visiteurs les plus fréquents. Donc voilà, donc je vous remercie et je suis disposé à prendre quelques questions. 5 secondes, pas de questions, tout était clair. Donc je pense que nous allons pouvoir passer à la suite des présentations. Bonne journée à vous et merci beaucoup.